Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, ça y est, on arrive donc dans la vallée sacrée, donc dans la région la plus connue et la plus touristique du Pérou. On aura l'occasion donc de faire pas mal de sites archéologiques et surtout donc le Machu Picchu. On aura tellement entendu d'avis contraires. Oui, du bien, du mal. Du bien, du mal. Faut pas y aller, ça sert Faut à y rien. aller. Bon, chacun ses avis. Hein. Voilà, donc en tout cas, on a choisi l'option confort avec donc le train. Mais il y a des versions plus économiques. Et en tout cas, clairement, on a pris quand même une jolie claque. On ne peut pas dire quand même que le site ne vaut pas le coup. Donc nous, on a vraiment adoré. Puis même la ville, Aguascalientes, qu'on pensait être une ville de dortoir pour pouvoir faire le truc. Au final, on a trouvé qu'elle avait un petit charme. C'est ça. Donc sinon, on aura fait la ville de Ollantaytambo, le site de Morée, on aura fait Chinchero. Enfin voilà, on est vraiment là au cœur de la tradition andine, donc dépaysement garanti. Les gens sont très sympas, on a pu voir énormément d'animaux. Donc voilà, on vous laisse sur ces belles images. La prochaine vidéo, ça sera la dernière du Pérou. Vous verrez qu'encore une fois, on aura ce sera des bas, des hauts et des bas. Mais on vous racontera tout dans la prochaine vidéo. En tout cas, on a vraiment, nous, adoré ce coin-là. Donc, on vous laisse sur ces images. Et ben voilà, profitez bien. À plus. Bon, voilà arrivé à Ollantaytambo, qui est donc un village, on va dire un point central pour visiter le Machu Picchu. Alors même si nous allons le visiter depuis Cusco, parce que nous allons laisser le chien en pension, on a décidé d'aller visiter cette ville. Il y a un important site archéologique qu'on va voir demain. Et là aujourd'hui on se promène tranquillement dans la ville, c'est très très mignon. Et puis il y a un petit sentier gratuit où on peut emmener Maïka qui va nous emmener à un joli point de vue autour de la ville. Donc c'est parti, ça grimpe, on vous embarque avec nous. Donc là on voit les terrasses qui servaient à cultiver et aussi à gérer l'érosion
de la terre. Ou l'eau, la gestion de l'eau également. C'est beau quand même. Alors ici, on nous explique que ça a été fait sans joint et sans mortier. Ils sont tout simplement empilés comme ça. Même une feuille de papier ne pourrait pas être insérée. Donc voilà, ils avaient des techniques et des outils, et sûrement beaucoup de monde, pour fabriquer ça. Et à ce qu'on a lu, ces murs-là en fait n'étaient pas achevés à l'arrivée des conquistadors espagnols. Et c'est vrai que c'est assez incroyable. On se demande vraiment à l'époque comment ils ont pu faire ça. Hier, on était tout en haut, là, en face, là, sur le rocher. Du soleil, bon clairement il faut l'imaginer parce que ça s'est effondré, hein. C'est un mur de pierre malheureusement maintenant. Alors, les 4 blancs là, ce sont des alpagas. Celui qui est tout à droite, ici là, c'est un vigogne. Et celui qui est tout au fond, qui est noir, c'est un lama. Je vais essayer de me rapprocher pour vous les filmer. Chut. Donc, vous voyez là, il y a la vigogne à droite et à gauche, c'est le lama qui est beaucoup plus gros. Descends par là. Bah oui, parce qu'on leur fait un peu peur quand même. Regardez, continue à s'avancer vers nous. Ça va être ma jolie voix peut-être quand je lui ai parlé. Il est peut-être amoureux de moi. Oui, il va me cracher dessus. T'es un peu trop près quand même là. Hein. Je t'aime bien mais au cas où quand même. Hein. Ça mord. Il va tourner. Non mais vraiment je trouve qu'il s'approche trop près de nous quand même. Ah t'es tranquille. Je fais la fière mais en fait vous voyez je fais pas trop la fière. On sait jamais hein, c'est un peu imprévisible. Donc là on arrive à la fontaine, en gros tout le système d'irrigation devait arriver ici et ça permettait de récupérer de l'eau. Donc là vous voyez au loin on voit des champs de maïs, donc ça nous montre vraiment comment étaient utilisées ces terrasses agricoles entre autres. Et puis tout en haut là, je pense que c'était pour stocker en fait les denrées alimentaires, le maïs et tout ça. Ce qu'on a pu voir sur l'autre randonnée. Ceux qui étaient aussi ici sur l'autre rocher. Et voilà, la visite se termine. Le site est vraiment très beau. C'est vrai que c'est très bien conservé. Ça manque clairement d'explications, mais je pense que c'est fait exprès pour qu'on prenne des guides. Mais bon, avec quelques recherches internet, on comprend quand même l'histoire et à quoi ça servait.
Deuxième activité de la journée, on a quitté Ollantaytambo et on a conduit une petite heure pour arriver au Salin de Maras. Donc c'est très photogénique et c'est là où ils récupèrent en fait du sel. Et donc c'est en mode escalier et vraiment c'est très beau. Je vous montre tout ça en images. Voilà ce matin sur un nouveau site archéologique de la vallée sacrée. Nous sommes arrivés, il est 9h, donc de bonne heure, il n'y a encore pas trop de monde. Pour l'instant nous avons le soleil, c'est chouette, et il fait même limite chaud, on met les casquettes alors qu'on est à plus de 3000 mètres d'altitude. Et on est sur le site de Moret, que je vais vous montrer en images après. Alors là c'est un autre site, mais celui-là qui est moins bien conservé, moins bien restauré. Et en fait, on apprend, grâce à Google, que ça servait à... C'est comme un laboratoire en fait agricole. Ça servait à créer comme des microclimats, en fait, de faire des cultures à différentes altitudes. Et voilà, c'est un peu des tests pour voir sûrement ce qui pousse pas, pour pouvoir après reproduire ça en fait sur d'autres sites Inca, d'où on a vu aussi les terrasses agricoles. Parce que ces sites, ça fait partie de la culture pré-Inca. De loin en fait que ils ont mis des barres parce que c'est en train de s'effondrer en fait, peut-être avec les pluies ou l'érosion ou le temps qui passe. En tout cas nous sommes seuls à avoir tenté de descendre. Tous les gens restent en haut sur les points de vue. Bon et bien voilà, après donc le site de Moret, on a fait un tout petit peu de route pour arriver dans la ville de Chinchero, où on va pouvoir aller visiter donc de nouvelles ruines, mais aussi un petit musée sur le tissage de la laine de l'alpaga. Donc voilà, on vous embarque avec nous. Retrouve un peu ce qu'on a vu sur les ruines d'Ollantaytambo avec l'empilement de grosses pierres. Bon là on retrouve encore nos fameuses terrasses qu'on voit sur tous les sites archéologiques Inca. Ce qu'on se disait avec Julien, c'est vrai que ça fait, par rapport au Mexique en tout cas, beaucoup plus ruines. Malheureusement il reste pas grand chose et on a souvent très peu de panneaux explicatifs. Donc heureusement qu'on regarde sur Wikipédia et sur internet un peu pour avoir quelques infos. Là ici on retrouve les fameux systèmes d'irrigation où l'eau passe.
là ici on voit c'est que ça fait comme un siège taillé dans la pierre. Et je pense que c'était là où les gardes surveillaient que les hommes travaillaient dur. Il y avait déjà la notion de patron et de salarié. Alors regardez, là on a les 4 espèces différentes qu'on peut trouver en Amérique du Sud. J'ai rien qu'à part que le lama lui crache dessus. Il a fait ça. Alors regardez, donc là c'est les vigognes. C'est le plus petit. Ah, par rapport à l'homme, c'est le plus petit et le plus fin. Vous avez ensuite le guanaco. Alors c'est une espèce qui n'est pas domestiquée et qui est très grand, qui fait la taille d'un adulte, qui est aussi grand que le lama. Donc le lama c'est celui-là. Et le fameux alpaga qui est plus facile. Il a une grosse laine. Et qui fait cette taille par rapport à l'homme. Et donc ils disent qu'il y a 5 millions d'alpagas à peu près en Amérique du Sud. 1 million, 1,5 million de lamas, 600 000 de guanaco et 430 000 de vigognes. Alors c'est assez curieux, mais par contre ils se laissent quand même pas trop caresser. Ah bah tiens, un petit cochon d'Inde qui fait pipi. Il y a des petits cochons d'Inde, ça c'est bon pour manger. Les Péruviens ils adorent ça. C'est vraiment le plat typique, traditionnel. Regardez, il y a même des petits bébés là. Il mange. Alors, on apprend que l'ancêtre est le Protylopus, il y a 40 millions avant Jésus-Christ. Et donc, toute cette partie-là sont ses descendants côté Amérique du Sud. Alors, on retrouve notre 4 espèces. Et ensuite, ça s'est développé là 3 millions avant Jésus-Christ, le Paracamélus, avec les descendants donc du coup de nos dromadaires et de nos chameaux qui se retrouvent plutôt en Afrique. Ici on apprend avec la légende qu'après une période de grosses pluies, eh bien, il a été offert au dieu Pachacamac un cadeau à ses enfants, donc un alpaga et un lama. Donc comme un cadeau divin. Mais qu'il fallait bien les traiter et bien s'en occuper. Donc la survie de la civilisation Inca est vraiment liée au respect et à la protection de ces animaux. Donc là on apprend qu'il y a 2 types d'alpacas. Donc les wakaya, donc ceux qu'on voit le plus, qui sont bien touffus, avec une peau qui ressemble vraiment moutonnée, quoi, du mouton. Et ici, celui que vous avez vu, c'est le souris. Donc lui, il a des poils plutôt lisses, on dirait que quelqu'un lui a fait avec un fer à lisser un lissage. Et il a beaucoup de cheveux en fait sur les yeux. Et ça représente uniquement 15% de la population des alpagas. Tu peux toucher ça. C'est quoi ça? Ah, c'est les différentes couleurs. Ça, c'est les différentes couleurs donc des alpagas. C'est diversifié quand même. Alors ici, vous avez des morceaux de vêtements. Donc là, c'était à l'époque du peuple Paracas. Et c'est un des plus détaillés et des plus fins. Ensuite, on a le peuple Nazca. La population des Wari, qui vient juste après le peuple de Nazca.
par ordre chronologique, je vous le fais. Et ici, les Incas. M'arrache carrément. Oh, c'est qui a pété? Este trabajo nosotros podemos hacer cocinando, cargando a nuestro bebé, pasteando a nuestros animales. Donc là, on a eu le droit à une petite explication de comment étaient faits les vêtements donc en alpaga. Donc ce qu'elle nous expliquait, c'est qu'une fois qu'ils sont tondus, donc il faut la laver. Et donc, ils lavent et frottent avec cette genre de racine. Ils utilisent ça aussi pour brosser les chevaux. Après, on va utiliser ça. Donc on part de ça et en fait, ils vont, comme une toupie, en fait, faire du fil de la laine. Et une fois qu'ils font le fil de la laine, ils vont donc la teindre selon des couleurs naturelles. Donc là, vous avez la couleur qui va avec la plante. Je vous montre comme ça. Je ne sais plus trop les noms, c'est des noms en quechua. Voilà, on peut faire du bleu, du vert. Et donc, c'est des plantes locales, des plantes médicinales ou des fleurs qu'on va trouver dans la vallée sacrée ou à Chinchero. Donc là, on retrouve le même processus que ce qu'on avait vu au Mexique avec le tapis, par exemple. Et ensuite, ici, au niveau du four, donc ils vont mettre de l'eau, ils vont mettre les herbes ou les plantes, la laine, et ils vont faire chauffer ça pendant 2 ou 3 heures. On apprend aussi que cette pratique s'apprend dès le plus jeune âge, de génération en génération. Et les filles vont commencer dès l'âge de 9-10 ans à apprendre. Ils vont commencer à faire des colliers, puis de la déco pour les chapeaux, des ceintures, et ils vont finir au fur et à mesure par faire des grands comme des châles ou ce genre de choses. Et donc ils vont utiliser ce genre d'outillage pour tisser. Alors on n'a pas eu la démonstration. Et donc il y a soit une tonte de bébé alpaga, c'est la première tonte, ou bien après c'est la tonte des adultes. Ils sont adultes à partir de 2 ou 3 ans et ils se font tondre une fois par an. Donc là voilà à peu près pour vous montrer une idée de comment ils tissent, même si là c'est avec une statue. Bon, là nous sommes dans un endroit qui fait restaurant et également chalet pour dormir. Et voilà, c'est le petit moment où on peut donner à manger aux alpagas. Il faut les laisser s'approcher, tranquille, il est en train de mâcher. Mais il en a encore dans la bouche, les loulous. Il a pas envie. T'as envie, là. Non, il a pas envie. Ça va, c'est pas des morphalous quand même, hein. Les lamas et les alpagas sont rois ici, hein. Il y en a un qui est rentré dans le resto pour manger.
prêts à embarquer dans le train. Nous sommes à Ollantaytambo. On a pris le bus juste avant de Cusco, vu qu'on devait laisser le chien en pension. Donc voilà, après 2 heures de bus, ça va être prêt pour le train. Je crois que les enfants sont contents de prendre le train. Ça va être plus dur au retour de les faire marcher, je te le dis. 41, 40. Juste qu'il y en a un qui est tout seul, je pense. Il y en a un qui est tout seul là. Moi, j'ai envie d'être ici. Au sein du ministère de la Culture et nous avons donc réservé nos billets pour le Machu Picchu. Il faut savoir que nous on a été les bienvenus à Aguascalientes par la pluie. On est servi, il tombe des trompes d'eau. On espère vraiment demain avoir un meilleur temps. On a pris l'heure de 10 heures. Donc heureusement là comme on est hors saison, il y a vraiment globalement de la place. On a pu facilement quand même avoir l'horaire demandé et on espère que demain matin la pluie ne soit pas là et qu'on puisse voir le Machu Picchu dans toute sa splendeur. Voilà le circuit qu'on va faire. Nous avons pris le circuit numéro 2 qui est le circuit classique et donc on va aussi avoir un guide pour faire le tour en 2-3 heures. Alors là ici c'est une forme dans la pierre qui a été sculptée
Et en fait, bon là on ne voit rien car il y a de la brume, mais en temps normal, quand il n'y a pas de nuages, les montagnes qui sont juste derrière ont exactement la même forme. Et bien voilà, la visite du Machu Picchu est terminée et après avoir mangé un petit sandwich vers la sortie du Machu Picchu, là on va emprunter un petit sentier qui emmène jusqu'à Aguascalientes, histoire de marcher et éviter le bus. Voilà, ça va être sympa, on est bien repu, on s'est reposé. Alors c'est parti pour la descente de marche, je ne sais plus le nombre, mais il y en a beaucoup. Je pense qu'on en a à peu près pour 1h30. Voilà, c'est parti!